Gagner un débat, c'est une super sensation, non? Mais et si c'était en fait le meilleur moyen de perdre sur le long terme? C'est tout le principe de la loi 9 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Allez, aujourd'hui on plonge dans cette loi qui peut vraiment tout changer dans la manière de convaincre et d'asseoir son autorité. On a tous déjà vécu ça, cette situation, ce petit moment de triomphe quand on a le dernier mot, et puis juste après ce malaise. Le silence de l'autre, ce n'est pas de l'approbation, non, c'est souvent de la rancœur. On a gagné l'argument, c'est vrai, mais on a abîmé la relation, on a perdu quelque chose de bien plus précieux. Eh bien, c'est exactement ce piège que la loi 9 nous apprend à déjouer. Gagner par les mots, c'est souvent une victoire qui ne dure pas. Une victoire en trompe-l'œil. Le coût caché, lui, est bien plus élevé qu'on ne le pense. Et pour bien comprendre ce danger, l'histoire nous offre un exemple absolument parfait. Alors imaginez un peu la scène. On est en 131 avant notre ère, le consul romain Mucianus est en train d'assiéger la ville de Pergame. Pour défoncer les murailles, il lui faut un bélier super puissant, une décision qui a l'air purement technique, n'est-ce pas? Mucianus, il se souvient avoir vu des mâts de navires gigantesques à Athènes, alors il ordonne qu'on lui envoie le plus grand de tous. Sauf que, voilà, l'ingénieur militaire qui est sur place, l'expert, lui dit « Attendez, un mât plus petit serait bien plus efficace, plus maniable, mieux adapté. » On est en plein dans le conflit classique, l'autorité contre l'expertise. Et comment réagit Mucianus? Mal, très mal. Son ego est touché en plein cœur. Il refuse d'être contredit. Au lieu d'écouter la logique, il ne voit qu'une seule chose, de l'insubordination. Du coup, il fait fouetter l'ingénieur pour son audace. Il a gagné le débat. Pas avec des arguments, non, avec la force brute de son pouvoir. Et là, c'est le moment clé. Mucianus a eu exactement ce qu'il voulait. Le plus grand mal lui a été livré. Il a imposé sa volonté, et le résultat? Le bélier était complètement inutilisable et le siège de Pergame a été un échec total. Il a gagné l'argument, mais il a perdu la guerre. Cette citation du livre résume absolument tout. Quand on force quelqu'un à se plier par les mots ou par l'intimidation, on ne crée pas un véritable accord. Non, on sème les graines d'un ressentiment qui va durer. Et ce sentiment, c'est une force invisible qui va jouer contre nous bien après que le débat soit terminé. Bon, on a vu l'exemple à ne pas suivre. Mais alors c'est quoi le cœur de cette loi? Qu'est-ce que Robert Greene essaie de nous dire exactement? Et comment ça se transforme en une vraie stratégie de pouvoir? Le principe est d'une clarté limpide. Une démonstration concrète, tangible, sera toujours infiniment plus puissante qu'un long discours. Les mots, on peut les interpréter, les tordre, les oublier. Mais une action, un résultat, ça c'est une preuve, c'est irréfutable. Au lieu de dire comment il faut montrer comment c'est fait. Le contraste est vraiment saisissant. Un argument verbal, c'est subjectif. Ça dépend de l'humeur, des insécurités de la personne en face, et ça peut très vite devenir blessant. La victoire est éphémère. Une action, elle, est objective. Un résultat, c'est un fait. Personne ne peut le nier, et son impact, lui, il dure. C'est la différence entre le vent et la pierre. Alors comment on fait pour utiliser cette stratégie bien plus fine, bien plus puissante, celle de la démonstration? On va voir un contre-exemple brillant qui montre la maîtrise parfaite de cet art. L'histoire est géniale. Michel-Ange vient de finir son David monumental. Un politicien très influent de Florence, le commanditaire de l'œuvre, vient l'inspecter et, histoire de se donner de l'importance, il déclare « le nez est trop grand ». Argumenter avec cet homme de pouvoir aurait été une terrible erreur, une insulte directe à son jugement. Et qu'est-ce qu'il fait, Michel-Ange? Il ne dit pas un mot. Il prend son ciseau, il ramasse discrètement une poignée de poussière de marbre par terre et il monte sur l'échelle. Là, il fait semblant de retoucher le nez tout en laissant tomber la poussière qu'il avait dans la main. Il descend et il demande au politicien son avis. « Ah, c'est beaucoup mieux », répond l'autre. « Vous lui avez donné vie. » L'ego du commanditaire est sauvé et le chef-d'œuvre est intact. Brillant. Cette citation, elle illustre parfaitement ce qui vient de se passer. La vérité, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit. Essayer de la faire entrer de force dans l'esprit de quelqu'un avec des mots, c'est souvent contre-productif. Il faut laisser les gens voir la vérité par eux-mêmes à travers une démonstration. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais passons à la pratique. Comment on intègre cette loi super puissante dans la vie de tous les jours, dans notre monde moderne? En fait, c'est assez simple. On peut le résumer en un plan d'action en 3 étapes. 1. Faire taire son ego. Ce besoin d'avoir raison à tout prix, verbalement, c'est une pulsion de l'ego. 2. Se concentrer sur le résultat final, pas sur la petite victoire d'un débat. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et enfin 3. Laisser les résultats, les preuves, les actions concrètes argumentées à notre place.
Regardons quelques exemples très actuels. Au travail, au lieu de se plaindre qu'on est surchargé, livrer un projet impeccable en avance, c'est une démonstration de compétence qui n'a besoin d'aucune explication. Pour un leader, dire à son équipe de travailler plus dur est beaucoup moins efficace que d'être le premier arrivé et le dernier parti. Et sur les réseaux sociaux, s'épuiser dans des débats stériles, c'est une perte de temps. Partager des réalisations concrètes, ça construit une crédibilité bien plus solide. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Les actions, c'est la monnaie du pouvoir. Elles sont universelles, tout le monde les comprend et leur valeur est incontestable. Elles ne laissent aucune place au doute et surtout aucune place à la rancœur. Voilà, j'espère que cette analyse de la loi 9 a été éclairante. Dans notre prochaine explication, on va aborder une loi tout aussi fascinante et peut-être un peu plus dérangeante, la loi 10, sur l'importance de fuir la contagion des personnes malchanceuses. C'est un sujet à ne surtout pas manquer. À très bientôt!